On a tout, on va mettre ça en dernier. Hop. Depuis septembre, je suis en total marathon sur mes créations de couture. Aujourd'hui, je vais vous présenter toutes mes créations, on va dire, d'automne-hiver 2024. Alors, le mode marathon, c'était pas du tout intentionnel, hein. Je me suis pas mis des deadlines avec un nombre inconsidéré de créations. Ce qui s'est passé, c'est vers fin août, je commençais à avoir un projet qui me donnait quelques frustrations avec des hauts et des bas. Pour celles qui me suivent, vous savez, la rénovation d'atelier. Et j'avais besoin justement de casser cette dynamique où je passais tous mes week-ends et tous mes temps off à faire l'atelier. Forcément, rénovation d'atelier égale plus d'endroits où coudre, mais également plus de temps pour coudre, en tout cas sur mes périodes dédiées. Par contre, ça ne m'empêchait pas, en semaine, d'avoir du temps dédié. Jusqu'à juin, en fait, j'ai toujours eu l'habitude de créer en mode vlog, c'est-à-dire que je dédiais mes week-ends à faire une création et à sortir la caméra à chaque fois. Là, le fait de faire en mode off caméra, ça avait aussi l'avantage de casser cette dynamique parce que, faut être très honnête, il y a des moments où j'ai la flemme de sortir la caméra, où j'ai la flemme de faire un effort physique. Ouais, mais en fait, ça tient pas ce dernier cas parce que le nombre de fois où j'ai fait des vlogs en mode pyjama, tronche à moitié défaite, ça m'a jamais arrêté de vlogger. Mais pour être très transparente avec vous, c'est vrai que le fait de se dire il faut que je mette la caméra, il faut que je pense comment je vais tourner en fonction d'un script, il arrive que ce soit un frein pour moi pour me lancer dans un projet. Donc là, le fait de me dire hop, c'est juste pour mon petit plaisir personnel, il n'y a pas d'obligation en termes de tournage, ça a beaucoup aidé. Ce qui m'a aussi permis en fait de faire des sessions plus courtes. C'est-à-dire quand vous vloguez, vous avez envie de faire un truc un peu long. Là, ça m'a pas gêné de faire une session d'une demi-heure d'un côté, le jour suivant 2 heures. Ce qui dictait, c'était plutôt mon énergie, ma motivation. En fin de journée, vous savez, ça peut avoir un impact. Et curieusement, j'avais beaucoup d'énergie. En fait, le fait de me dire, je vais faire un truc juste pour moi, j'avais beau avoir une journée épuisante, ça n'a pas empêché. Cette introduction commence à devenir trop longue. Je vous propose qu'on commence par la première création. Donc, la première création, c'est cette jupe en jean. Pour le coup, celle-ci, elle n'est pas totalement off caméra. Je m'en suis servi de base visuelle pendant que je vous répondais à toutes vos questions FAQ ou aussi mes retours sur mes chaînes favorites. C'est d'ailleurs avec ce projet-là que je me suis rendu compte que le mode off caméra était vraiment une solution pour moi. Je l'avais créé devant vous, mais vous l'aviez pas vu fini parce que je m'étais retrouvée en cours de route où j'avais plus du tout de fil de surpiqûre pour finir les ourlets et les boutonnières. J'ai enfin le plaisir de pouvoir la présenter finie avec un ourlet et des boutons. Sa création a été simple. Pour la simple raison que j'ai repris le patron de la jupe trapèze rouille que j'avais faite en juin dernier. C'est une jupe qui était très simple, qui a un empiècement dans le dos avec des poches plaquées qui sont assez longues et qui s'arrêtent juste au-dessus du genou. Et en termes de fermeture, on a une braguette. Donc, comme vous pouvez vous en douter, dans ce cas-là, pour ma jupe en jean, on a effectivement pas mal de modifications. Déjà, première chose ici, ça va être une jupe midi, c'est-à-dire qu'elle arrive mi-mollet. Et elle est droite, donc j'ai dû rectifier le patron pour rendre droite, sachant que la précédente était un format trapèze. J'ai conservé les poches plaquées et l'empiècement dos, parce que c'était vraiment les parties que j'aimais beaucoup dans cette jupe. J'ai rajouté une patte de boutonnage pour avoir des boutonnières tout du long de la jupe sur l'avant. C'est vraiment avec cette jupe que j'ai eu la révélation de l'intérêt des surpiqûres. J'avais déjà fait des surpiqûres sur le pantalon Barrel, que j'avais fait je crois en août également, mais c'était moins visible. Là, j'ai vraiment donc utilisé un fil spécial surpiqûre pour le jean qui est bien contrastant avec le bleu du jean en question. Ça donne tout son caractère au design. Ça m'a permis de me rendre compte en fait de l'intérêt d'utiliser un vrai fil de surpiqûre. Jusqu'alors, en fait, je faisais toujours ma surpiqûre avec du fil classique. Là, je me suis rendu compte effectivement, il y a une belle épaisseur, le fil est plus épais qu'un fil classique et il est un peu plus brillant. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas expérimenté. Ce que j'ai également découvert, c'est que la longueur des points est très différente. Jusqu'alors, je faisais mes surpiqûres en 2,5, ce qui est la même longueur que mes coutures classiques. Et donc, en testant avec du 3, voire du 3,5, je me rends compte aussi que ça donne un peu plus de caractère à ma surpiqûre. Donc, c'est effectivement un point de détail que j'ai découvert à l'occasion de cette couture. Ce qui est juste dommage, c'est que, bon, comme vous l'avez compris, je me suis retrouvée à court de fil de surpiqûre avant la fin de la jupe. J'ai acheté un fil complémentaire en ligne et pas au même endroit où j'avais acheté le premier. Malheureusement, la couleur n'est pas identique. Elle est un peu plus jaune, alors qu'ici, on est plus dans le ocre rouille. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus visible. Faut vraiment mettre le nez dessus pour s'en rendre compte. Donc, c'est pas trop choquant. C'est un point de détail que je trouve regrettable de pas pouvoir avoir les bonnes couleurs à cause du manque d'étalonnage de l'écran. Sachez que si vous n'avez pas du fil surpiqûre spécial jean, vous pouvez utiliser du fil à broder pour les brodeuses. Ça marche très bien parce que le fil à broder, c'est comme le fil à surpiquer, il est aussi un peu plus épais et il est brillant. Donc tout de suite, en fait, ça fait bien ressortir les surpiqûres. Troisième option, si vous avez vraiment pas du tout de fil de surpiqûre ou à broder, vous utilisez le fil classique et vous allez utiliser le point triple.
point que j'ai également découvert récemment sur ma machine. Il fait 3 fois le point, donc ça lui redonne effectivement l'épaisseur. Et donc si vous faites bien attention à garder une longueur de 3 ou 3,5 en fonction de votre réglage de la machine, ça reproduit vraiment fidèlement l'effet surpiqûre. La seule chose que vous aurez peut-être pas, c'est ce côté de la brillance qu'on a avec le fil de surpiqûre. Ça fait quand même pas mal le job. C'était la première fois que je cousais du jean. Ouais. Pourtant, ça fait un bail que je couds, mais le jean, c'était vraiment une première. Jusqu'alors, en fait, je m'étais jamais projetée parce que je maîtrisais pas l'ajustement de pantalon, donc je me sentais pas trop envie de faire un jean qui m'irait pas. Après cette expérience, déjà, première chose, j'ai beaucoup aimé coudre du jean. C'est très agréable, ça se coud, ça se repasse super facilement. Bref, c'est vraiment le tissu, à mes yeux, idéal. Bon, après, par contre, il est quand même un peu rigide et je crois que celui-là, il est même pas si rigide que ça. En plus, comme il a du stretch, il peut un peu se détendre et se réadapter. J'ai touché d'autres jeans dans le magasin, je me suis rendu compte que certains sont vraiment très rigides. Donc ça peut être comme le sergé, si c'est très rigide, faut vraiment que l'ajustement soit parfait pour que ça tombe de façon clean. Mais j'ai envie de vous dire, avec mes dernières expériences de pantalon, je voudrais pas me spoiler parce que c'est quand même dans la suite de la vidéo que je vous en parle. Par contre, j'ai eu quand même des limites sur les surépaisseurs, ma machine n'a pas été capable de tout faire. Alors dans l'ensemble, l'essentiel a été fait, c'est-à-dire que j'ai pu coudre les passants, les surpiqûres de la poche sans problème. C'est plutôt quand on en arrivait au niveau des boutonnières. Alors la boutonnière au niveau de la ceinture, il y avait beaucoup trop d'épaisseur. Désolée, je parle au four qui m'appelle. Au niveau de la boutonnière dans la ceinture, il y a tellement d'épaisseur qu'aucune machine n'arrivait à le passer. Du coup, j'ai dû finir mes boutonnières, surtout sur la ceinture à la main, ça ressemble donc à rien, c'est dégueulasse. Mais en soi, j'ai envie de vous dire, il y aura le bouton qui sera devant. Surtout, c'est que je porte en général cette jupe avec une ceinture, donc vraiment, on le verra pas. Pour les autres boutons, j'ai pu le faire à la machine, mais pas avec la machine à 1500 balles. Non, on la paye cher, mais surtout pas pour faire des boutonnières. Avec la ridicule machine Silvercrest de Lidl à 50 balles, ouais. Mais elle a l'avantage de la machine Silvercrest, c'est que c'est du mécanique, donc ça se contrôle et donc ça passe. Donc j'ai des boutonnières à peu près correctes. Elles sont pas sexy, mais elles sont propres. Et surtout, elles font le job, et c'est vraiment l'essentiel dans ce cas-là. Autre point de détail, alors, concernant les codes du jean, j'ai pas pu tout respecter. Normalement, sur les bords des poches, on a toujours des petits poinçons. Ça sert de renfort pour justement éviter que ça se déchire sur les coins parce que ça subit quand même pas mal de stress. C'est notamment mon cas parce que là, mes poches, elles sont profondes, donc je peux aller vraiment loin. Et donc, il y a un risque, effectivement, que je crée pas mal de tension sur les angles de la poche. Mais malheureusement, j'ai pas les petits poinçons. Mais à terme, je pense que je les poserai parce qu'effectivement, j'ai peur que ça maltraite un peu trop le tissu. D'autant que il est un peu stretch, ce jean. Et il s'est un peu détendu, j'ai l'impression. En tout cas, il est un peu plus ample que quand j'avais fait mes derniers essayages devant la caméra. Donc j'ai l'impression qu'il s'est détendu à force que je fasse plein d'essayages. Je l'ai pourtant pas lavé parce que jusqu'alors je l'ai toujours pas porté, je vous expliquerai juste après. Mais donc ouais, il est un peu ample et en plus au niveau des poches, ça a tendance un peu à bâiller. Il aurait fallu que je fasse une petite pince en fait dans mon patron à l'origine pour retirer à peu près 0,5 sur le côté comme ça. Ça aurait permis de les garder un peu plus plaqués. Mais bon, là c'est trop tard, je peux pas modifier, je peux pas resserrer la jupe ou quoi que ce soit. Pour la simple raison, faudrait que je démonte toutes les surpiqûres et non, j'en ai pas la motivation, donc ça restera comme ça. En soi, c'est tout à fait portable, c'est pas choquant, c'est pas non plus oversize. C'est légèrement un peu ample et bon, voilà quoi, je veux dire, en soi, c'est pas une catastrophe. Parce que l'avantage, c'est que si demain je grossis, elle m'ira parfaitement. Et c'est rare que ça aille dans ce sens-là. Là, c'est dans l'autre sens. J'ai grossi, je rentre plus dedans. Et comme je vous disais, je l'ai pas portée jusqu'alors. C'est pas parce qu'elle me plaît pas, au contraire, elle me plaît beaucoup. Mais en fait, dans ma tête, quand je l'ai portée, je me suis tout de suite dit, je veux les porter avec des bottes noires qui montent jusqu'aux genoux. Je pense que j'avais une idée un peu trop précise en tête, du coup j'ai fait tous les magasins, j'ai rien trouvé. Et là, accidentellement, il y a quelques jours, en fait, j'ai essayé des cuissardes parce qu'une collègue avait des cuissardes et je m'étais dit je vais peut-être les lui donner vu que moi je les porte jamais parce que, en l'occurrence, quand je porte des cuissardes, dans ma tête, les cuissardes c'est au-dessus des genoux, je les porte avec des jupes un peu plus courtes. Sauf que j'ai pas les plus belles cuisses de la planète, donc je ne porte jamais les cuissardes parce que ça ne me plaît jamais en termes de style sur moi. Et sauf que donc, récemment, quand j'ai essayé ces cuissardes pour les donner à ma collègue, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, je me suis dit tiens je vais les essayer avec cette jupe midi et là en fait révélation, je me suis dit mais elles vont trop bien ensemble, donc du coup je n'ai pas passé les cuissardes à ma collègue et je compte à la rentrée porter cette jupe avec mes bottes. Parlons du gilet. Alors, vous l'avez peut-être vu comme moi, en septembre, il y a plein de youtubeuses
qui nous présentaient leurs gilets, notamment des gilets de berger. À force de les voir toutes avec leurs super gilets, je me suis dit, il m'en faut un. Et là, je me suis dit, ah, attends Alex, il n'y a pas déjà une idée similaire il y a un an? Effectivement, il y a un an, j'avais repéré une autre youtubeuse. Franchement, mes inspirations viennent que des youtubeuses, faut l'admettre. Bonjour, j'ai aucune créativité, j'ai pas de style. Et donc, j'avais regardé sur Sewing Therapy. Et donc, en fait, Sewing Therapy, pendant une de ses vidéos, elle portait un gilet comme celui-là. J'ai eu un vrai coup de cœur. Ni une ni deux, je suis allée en quête de ce tissu, j'ai trouvé, j'ai acheté, j'ai stocké, j'ai rien fait. Donc, au lieu de repartir sur un modèle berger comme on en voit beaucoup en ce moment, donc je me suis dit, faisons preuve d'un peu plus de personnalité en ayant une version qui me soit propre. Sauf qu'elle m'est pas propre vu que je l'ai pompée sur une autre youtubeuse, mais il y a un an. Ce petit gilet, c'est un gilet crop. Il m'atteint juste au niveau de la taille, comme vous voyez, sans manches, assez large, doublé avec de la moumoute synthétique. Et je vous dis, ça tient très très chaud. Et donc là, ma petite différence par rapport à l'inspiration de Sewing Therapy, c'est que elle avait juste des boutons à pression. J'ai préféré mettre un zip donc séparable. C'est essentiel parce que l'idée, c'est de pouvoir le porter sous un manteau en laine qui est pas très épais. L'idée, c'est de pouvoir fermer le gilet, garder le menton ouvert. Comme ça, je reste stylée jusqu'au bout sans jamais avoir froid. Si vous vous demandez, est-ce que j'ai pas froid au bras, justement, le fait que ce soit sans manche, je vous assure que non. C'est tellement chaud, en fait, que le corps, il se régule, et du coup, je vous assure, en général, donc je l'ai créé en novembre, période où il s'est mis à neiger, si vous vous rappelez. Je vous assure, à chaque fois que j'avais un peu froid à l'intérieur de l'appartement, je le mettais même pas 10 minutes, je finissais, j'avais tellement chaud que je devais le renlever. En fait, je m'amusais à le mettre et l'enlever. Voilà pour la petite différence avec l'inspiration. Donc ici, on est zippé. Ah, et puis, autre détail, le col est un peu plus petit. C'était pas intentionnel, je cherchais vraiment à reproduire le même col qu'elle avait, mais je l'ai mal jugé, en fait, à la création. En soi, ça me choque pas. Donc quand je le porte, il va très bien. Donc même en ayant un col un peu plus petit, ça fonctionne tout aussi bien. Ce que j'ai fait également, j'ai rajouté un bas avec un élastique pour qu'il soit un petit peu effet bombers vers le bas. Et je lui ai rajouté des poches passe-poilées. Mes plus belles poches passe-poilées de toute ma vie. J'ai jamais aussi bien réussi des poches. Franchement, j'en suis méga fière. Ce que j'ai retenu en gros pour les réussir aussi bien, oui, faut être méticuleux, quitte à défaire les points quand vous dépassez votre point de repère. Et vraiment le faire dans un certain ordre, en étant très précis, en testant, en vérifiant de chaque côté avant de passer à la couture, bref. Ne me demandez pas de faire un tutoriel. Je sais que vous m'avez déjà demandé des tutoriels pour les braguettes, etc. En fait, j'en suis incapable. C'est-à-dire que j'ai plus une mémoire, on va dire, manuelle, c'est mes mains qui savent qu'est-ce qu'elles doivent faire. Donc tant que je me dis pas il faut que je fasse un tutoriel, je l'ai fait du premier coup sans aucun problème. Mais dès lors que je dois filmer, donc que je dois un peu théoriser et verbaliser, je me foire. J'ai tenté plusieurs vidéos sur les braguettes, il n'y a rien à faire. Donc en ce qui concerne les poches passe-poilées, faut pas compter sur moi. Bon après peut-être qu'on verra plus tard quand je serai en atelier avec une capacité à me filmer sur plusieurs angles. Peut-être je me mettrai en mode tournage classique sans me poser de questions et après je ferai en voix off les explications si j'arrive à avoir des bons angles pour vous montrer ce que j'ai fait. Mais franchement à ce stade-là, c'est mort. Je peux pas vous faire un tutoriel, je suis incapable de le faire. Désolée, à part me vanter d'avoir de belles poches, je peux pas vous offrir plus. Alors, en tout cas, elles sont belles. Bon, elles sont un peu courtes, comme vous voyez. Je peux pas mettre la main jusqu'au bout. Donc, tout au plus, non, je peux même pas mettre le portable. Bref, c'est plus esthétique. Encore qu'elles ont été réussies, hein, parce qu'imaginez, je peux pas mettre les mains, je peux pas mettre grand chose dans les poches, et en plus, elles avaient été foirées. Ça aurait été la loose, en fait. Vous l'aurez deviné, forcément, ça peut être porté en mode réversible. Après, je l'ai pas fait pour la simple raison que c'est une laine qui gratte. Je suis hyper sensible à ce niveau-là. Même quand j'ai juste la main plaquée contre quand il est dans l'autre sens, ça me gratouille un peu sur les poignets. Donc, je le porte pas en mode réversible. Mais potentiellement, ça pourrait l'être. En soi, ça a été une création super facile. Parce que pour le coup, en fait, j'ai repris mon bloc de base. Vous savez, le bloc sur lequel qui est déjà bien ajusté sur moi. Et la seule chose que j'ai fait de différent, c'est que j'ai pas cousu les pinces de taille pour que ce soit pas cintré. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu ample au niveau de la taille. J'ai bien conservé les pinces au niveau de la poitrine pour quand même ça englobe un peu cette partie. J'ai élargi un peu les emmanchures vers le bas. En fait, je les ai descendues d'à peu près 2 cm. Quand vous faites du sans manche, il faut descendre un petit peu cette partie-là pour que ce soit confortable. Donc, en termes de patronage, c'est vraiment le minimum syndical. Le plus dur, c'est peut-être de faire le col et encore, c'est pas très compliqué en réalité. Faut juste suivre les instructions, ça se fait tout seul. Le montage était tout aussi simple. Le plus relou, ça a été de dégarnir les coutures sur la moumoute, forcément. Donc, c'est un peu long, mais c'est pas compliqué en soi. Et ah oui, là où j'ai un peu ramé, ça a été sur le moment où j'ai dû essayer de retourner. C'est-à-dire que j'ai voulu faire la pratique du burrito entre la doublure et le lainage. C'est-à-dire que je les ai cousus endroit contre endroit en essayant de garder une seule ouverture pour pouvoir tout retourner.
Mais en fait, quand vous êtes avec des emmanchures comme ça, sans manches, c'est pas possible. Donc je crois que je m'y suis reprise à 3 ou 4 fois avant de comprendre que non, je peux pas le faire en une fois. J'ai dû donc garder une ouverture, je crois, sur le haut des emmanchures pour pouvoir tout retourner, ensuite finir à la main les derniers bouts qui me restaient pour pouvoir tout faire correctement. C'était vraiment pas une évidence, le ressemblement de la doublure. Je m'en rappellerai. Faut pas essayer la technique du burrito quand il n'y a pas de manche, ça fonctionne pas. Voilà pour le petit gilet. Donc autant vous le dire, hein, je l'adore ce gilet. J'ai déjà porté plein de fois pour aller au boulot. C'est vraiment mon petit vêtement fétiche de l'automne. Non mais quel boulet, j'ai oublié de vous présenter ce haut là, alors que je vais en avoir besoin pour styliser une des tenues qui va suivre. Il n'y a que moi pour faire ce genre de conneries. Donc je reviens pour vous présenter ce haut. Alors ce haut c'est un soupule comme vous pouvez le voir. Il est un peu particulier ce soupule parce qu'il a été décidé à la dernière minute pour accompagner un pantalon que je vais vous présenter après. Vous l'avez peut-être remarqué, je couds très rarement de la maille. En fait la dernière fois ça doit remonter à 3 ans. Parce qu'en fait, j'ai une très mauvaise expérience, voire même un biais cognitif par rapport à la maille. J'ai vraiment un ressenti comme quoi la maille, c'est quelque chose de mauvaise qualité. Les seules mailles que j'aime bien, c'est celles qui sont un peu épaisses, genre celles Milano, qui sont vraiment très lourdes, parce que justement, elles donnent de la tenue. Mais les 3/4 du temps, quand je vois une maille aussi légère que celle-là, c'est rédhibitoire chez moi. En plus, rajouter à cela qu'il m'est arrivé souvent, plus jeune, d'acheter beaucoup de mailles polyester, donc je vous raconte pas le délire quand vous portez ça qu'à la fin vous puez. Donc voilà, mon histoire elle est liée à cette expérience assez malheureuse vis-à-vis de la maille dans la fast fashion. Sauf que depuis plusieurs mois, j'ai entendu plusieurs choses sur la maille, notamment qu'il y avait différents types de mailles en termes de poids, en termes de qualité, en fonction de la fibre utilisée. Parce que c'est vrai que jusqu'alors, moi je connaissais que la maille coton ou polyester, mais je ne savais pas qu'il existait également des mailles en viscose, en laine, en bambou, etc. Et que ces dernières justement avaient beaucoup de propriétés positives qui pouvait justement d'atténuer certains défauts que peut avoir la maille, notamment le fait que parfois avec l'élasticité c'est difficile à coudre, qu'elles peuvent être glissantes, on peut avoir du mal à positionner les pièces et à mettre au pli, etc. Bref, tous ces petits détails qui font que en général la maille peut être parfois complexe à prendre en main. Là, si on choisit la bonne fibre, on peut avoir une expérience beaucoup plus positive. Donc je me suis dit, je veux un soupule, j'ai pas le choix, je vais avoir besoin d'élasticité, ça veut dire qu'il faut que je passe par une maille. C'est le moment. Je vais expérimenter avec un de ces jerseys à base soit de viscose, de laine ou autre. Donc je suis finalement allée sur le site de Stragier parce que c'est vrai que c'est finalement une de mes références de base quand je veux rechercher un tissu dont je veux être sûre de la qualité et en même temps avoir de la variété. Et bien qu'ils n'ont pas eu la version que j'avais en tête, à savoir un jersey bord-côte beige, je suis tombée sur ce tissu-là. Une maille jersey viscose et laine. J'ai pas le pourcentage en tête, mais si je le retrouve, je vous le mettrai directement sur la vidéo. Et en même temps, c'était les restes d'un rouleau. Il restait plus que 1,28 m. Pour moi, c'était un signe. Sachant que ces derniers temps, on n'arrêtait pas de parler de la tendance léopard qui revenait, qui en même temps était un intemporel. Ça marchera toujours avec la tenue que j'ai en tête. Donc voilà pour mon choix du tissu. Donc une fois que j'ai reçu mon tissu, vient le moment de créer. Bien sûr, j'ai pas fait dans la simplicité, j'ai pas utilisé un patron du commerce, j'ai fait mon propre patron. C'est pas faute d'avoir cherché dans mes magazines, mais il n'y avait rien qui me plaisait. Et en soi, c'est plutôt une bonne chose parce que j'ai découvert que patronner un soupule, c'est super simple. En gros, vous prenez juste votre bloc de base pour de la trame et chaîne, vous faites quelques petites modifications sur l'avant, et vous doublez l'avant et vous faites quelques petites modifications sur l'emmanchure, et ça y est, vous avez déjà votre patron tout fait. J'ai jamais patronné aussi rapidement. Je crois que ça m'a pris 2 heures grand maximum. Tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est enlever, en gros, tout ce qui est les pinces, faire des aisances négatives. D'ailleurs, en parlant d'aisance négative, j'ai quand même eu du bol sur le patronage. En gros, sur les instructions, ils précisent pas quel est le taux d'élasticité qu'ils vont appliquer sur leur patron. Et je me suis rendu compte après coup, en faisant mes tests, a priori, ils étaient sur du 15-20%. Ça a matché parce que
Je voulais pas préciser, mais en fait ce jersey était à 20% d'élasticité. Ça m'a plutôt bien sauvé parce que finalement le patron me fit plutôt bien, mais si ça avait été à l'inverse, qu'ils avaient fait une jauge d'élasticité plus importante et que moi j'étais à 20%, j'aurais pu me retrouver avec quelque chose de beaucoup trop serré, j'aurais pas pu le porter. Donc c'est un point que je ferai attention sur les prochaines fois où je patronnerai pour de la maille, à bien savoir déterminer en fait combien d'aisance je dois enlever en fonction de l'élasticité de la maille utilisée au final. Donc le patronnage très facile. L'autre aspect intéressant, j'ai patronné tellement rapidement, je crois que c'était en moins de 2 heures, j'ai enchaîné directement en découpant le tissu. Là encore, excellente surprise. Ça s'est coupé comme du beurre. J'ai utilisé mon cutter rotatif qui n'était pas super bien affûté. Ces derniers temps, je l'utilisais plus trop parce qu'il avait un peu du mal parfois, il me loupait quelques découpes. Mais là, ça s'est découpé tellement rapidement et sans accroche que ça a été un pur plaisir et ça a été découpé super rapidement. Je l'ai cousu avec la machine à coudre classique. J'ai pas fait que à la surjeteuse. Alors j'ai quand même surjeté, bien entendu, toutes mes coutures. D'ailleurs, j'ai pas été très intelligente sur ce coup-là. J'ai surjeté au fil orange. J'avais hésité entre le noir et l'orange. Je pensais que l'orange irait mieux avec le marron, mais en fait, grosse erreur, cet orange est beaucoup trop vif comparé à la couleur du sous-pull. J'aurais mieux fait d'utiliser le noir, ça aurait mieux matché. Je sais pas pourquoi j'ai pas percuté, mais c'est pas grave. Il y a que moi qui vais voir l'intérieur de toute façon. Comme je vous le disais, oui, je l'ai cousu à la machine, et là, franchement, un pur bonheur. Cette variété de jersey se coud super facilement. J'ai pas eu besoin d'avoir un pied de biche particulier pour le jersey. Ça a glissé en dessous le pied sans aucune difficulté. Pas de bourrage, ça se glissait pas. Pourtant, il y avait de la viscose, mais j'ai l'impression que la laine, en fait, gérait le petit côté bonne accroche entre les deux couches. Donc, un pur bonheur à coudre. Et l'autre, encore grosse surprise, alors oui, j'ai vraiment eu que des bonnes surprises avec ce haut. Bon, je vous le montre en me rapprochant, mais j'ai utilisé mon aiguille double. Là, j'ai eu une très bonne surprise. Contrairement à il y a 3-4 ans, quand j'avais fait donc à l'aiguille double, ça faisait un petit bourrelet entre. Et j'arrivais pas à avoir des finitions aussi propres quand on utilise une recouvreuse. Donc là, je savais pas si je devais l'utiliser, mais je suis allée chercher sur internet quelques instructions comment régler correctement l'aiguille double. Et effectivement, il y avait des petites contraintes à prendre en considération. Et je crois que ce qui m'a essentiellement aidé de régler le problème, c'était de rallonger le point. En fait, je suis passée à 3,5 voire 4, je me rappelle plus très bien. Mais plus je rallongeais le point, moins j'avais de bourrelet. Et donc effectivement, à la fin, j'avais quelque chose de nickel. Donc voilà pour ce haut, il est vraiment parfait. Alors j'ai dû quand même faire quelques petits essayages pour affiner le patronage du début. J'ai fait quelques ajustements en cours de route, mais c'était vraiment à la marge. En même temps, vous me direz, il n'y a pas beaucoup de couture, donc ça règle le problème. Pour conclure, se tient très bien, ne froisse pas, je l'ai déjà lavé et il n'y a même pas besoin de le repasser. Il est nickel, il n'a pas bouloché. En même temps, c'est peut-être un peu tôt pour voir de la bouloche. Je vous avouerai qu'il m'est déjà arrivé de tomber sur des tissus, je le sortais de la machine, ça boulochait déjà. De la machine à coudre, pas de la machine à laver. Hein. Donc là, déjà, c'est la bonne nouvelle. Sur l'envers, hein, là, il est vraiment très doux. Sur l'extérieur, il y a une petite granularité, mais qui est très légère, mais qu'on sent sous la main. C'est très léger, ça reste même doux à l'extérieur. Je me demande si c'est pas les imprimés qui font cet effet-là. Je le sens sous les doigts, et parfois, ça me fait bugger mon cerveau. Mais en soi, voilà, il est agréable. Les couleurs sont plutôt belles. Et surtout, c'est un projet pour fin d'année qui s'est révélé plein de bonnes surprises. Et ça fait du bien au moral d'avoir des choses à la fois simples et qui nous font découvrir un tas de choses. Donc au final, toutes ces bonnes surprises font que ça m'a redonné envie de recoudre à nouveau de la maille. Donc je pense que je vais faire d'autres tentatives dans les mois à venir. Je vais essayer d'expérimenter avec un tas d'autres fibres pour voir quelle est la différence et qu'est-ce que j'aime bien pour éventuellement par la suite persévérer dans cette voie-là. Il est temps de passer au pantalon. Et là, je vous promets, il y en a une série. Regardez pas à droite. On va pas spoiler quand même. Donc, comme vous le savez, donc là, vous le reconnaissez probablement. Ce pantalon n'a pas été l'objet d'une création hors caméra, vu qu'en réalité, je vous ai fait un vlog spécialement dédié. Mais comme vous vous rappelez, en fait, à la sortie du vlog, je m'étais dit, ok, il y a plein de choses qui pourraient être améliorées et ça vaudrait le coup de refaire le pantalon pour justement faire disparaître cette pince que j'avais cachée dans une couture. Et également, il était un peu ample, il y avait des petits problèmes d'ajustement derrière au niveau des fesses. Et à la fin de ce fameux vlog, je vous avais présenté justement le tissu qui me servirait pour faire un deuxième pantalon. Le velours côtelé vert. Et donc voici la version en mode pantalon.
L'objectif, c'était déjà de répercuter toutes les modifications que j'avais repérées lors du montage de la version bleue, donc dans le patron. Il y a aussi une autre chose qui m'a motivée en fait à faire ce pantalon. C'est que dans les commentaires suite à cette version bleue, certains d'entre vous m'ont dit on aimerait voir un peu plus sur l'ajustement, surtout sur la partie qui est sous les fesses. Parce qu'effectivement, on est nombreux à avoir ce problème d'avoir un excès de tissu en fait juste sous les fesses où ça fait un petit pli. Alors ça peut être normal quand c'est un tissu qui est près du corps avec de l'extensibilité, c'est le cas de ce pantalon-là. C'est un velours qui est un peu élastique, je l'avais mesuré, c'est à 20%. Forcément la fesse, elle crée un petit pli juste en dessous, mais ça reste modulable. Et donc c'était mon objectif avec cette version-là, c'était d'améliorer la courbure. Sur la version bleue, j'avais quand même pas mal de plis sous les fesses, c'était pas énormément visible parce que le pantalon est sombre, c'est du velours donc ça passe discrètement. Mais clairement, il y avait une amélioration possible. Première chose, forcément, comme je l'ai dit, j'ai modifié le patron pour déjà faire disparaître le fameux pli. Pour rappel, dans la version bleue qui est ici, initialement, j'avais débuté avec un design comportant un pli. Mais ça fonctionne vraiment pas avec le velours côtelé. Donc là, pour le coup, je l'ai enlevé dans le patron. Comme ça, ma pièce devant, forcément, il n'y a plus de couture. Dans le dos, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un empiècement, donc un peu à la manière d'un jean. En fait, j'ai repris beaucoup les codes du jean sur cette version-ci, parce que ça me facilite beaucoup les ajustements. C'est-à-dire qu'initialement, vous aviez une pince au niveau du dos qui est verticale. Quand vous basculez la pince à l'horizontale ici, donc on récupère l'excès de tissu, on l'enlève par ce côté-là, à ce niveau-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'un empiècement comme ici, ça veut dire que vous avez une couture plus longue. Donc ça vous donne plus d'options pour gérer l'excès de tissu qui pourrait être juste sous les fesses. Parce qu'il faut bien comprendre, ici, votre problème quand vous avez un pli ici, c'est que vous avez trop de tissu par rapport à votre morphologie. Ça veut dire que vous devez tirer vers le haut pour pouvoir enlever cet excès de tissu. Donc cette couture me permet justement de faire ces ajustements à ce niveau-là sans avoir à le faire au niveau de la ceinture où là, ça pourrait être contraignant au niveau de la pince. Là, on est nickel, on peut faire notre ajustement sans problème. Et c'est exactement ce que j'ai fait par la suite. Mais je vous en parle après. L'autre modification que j'ai faite, donc je vous le disais, j'ai repris les codes du jean, les poches. Initialement, j'avais des poches à l'italienne. Si elles sont pas bien travaillées, elles ont tendance à amplifier visuellement la largeur des hanches. Donc je me suis dit, il faut que je reprenne plutôt les poches qu'on retrouve sur les jeans parce que l'avantage, elles sont vraiment plaquées, elles sont vers le haut et en gros, même si ça baille plus vers là que sur ce côté-là. Visuellement, j'enlève une grosse partie de mon problème. Et en continuant sur les poches, vous le remarquerez, j'ai mis également des poches plaquées dans le dos. Pour être honnête, c'était plus par facilité. Et pour rappel, j'avais mis un passepoil ici, qui était un peu large et je trouvais que forcément quand on a des rondeurs assez prononcées comme les miennes, on dit souvent qu'il faut que les motifs soient un peu plus fins ou faut pas trop de choses trop épaisses. Je m'étais dit initialement déjà qu'il fallait que je fasse un passepoil double, comme ça divisait en deux la taille du passepoil. Mais ça fait du boulot en trop. Les poches passepoilées sur le dos d'un pantalon, c'est pas la partie la plus évidente. Et en plus, ça avait tendance à s'ouvrir, comme vous voyez, il y a un décalage. Donc je me suis dit, Alex, simplifie-toi la vie, poche plaquée. J'en ai mis qu'une, initialement il y en avait deux, je vous explique juste après pourquoi. L'objectif était de travailler sur l'ajustement et pas sur les détails. L'autre modification que j'ai faite, c'est par rapport au ratio entre le devant et le dos. Alors je m'explique en vous montrant directement sur moi. Je porte un jean du commerce qui m'a d'ailleurs servi pour faire les ajustements sur la version verte. C'est que le ratio, en fait la couture de côté, elle est beaucoup plus avancée. Elle n'est pas pile au milieu. Si j'étais pile au milieu entre le devant et le dos, on serait plus à peu près vers là. Donc il y a facilement 2 cm de décalage. C'est vraiment un code qu'on retrouve dans la plupart des pantalons du commerce et même dans mes livres de patronage. On vous demande en fait de rajouter 1 cm dans le dos et d'en enlever 1 sur le devant pour décaler un petit peu plus vers l'avant la couture. Je l'avais fait initialement sur ma version bleue. Mais je me suis rendu compte en comparant avec ce pantalon-là, le jean semble quand même encore plus vers l'avant. C'est pas 1, mais 2 cm de décalage qu'ils ont mis. Et je me suis dit, je vais reprendre les codes de ce pantalon et je vais reprendre aussi les dimensions, les circonférences. Parce que je trouve que ce pantalon, au niveau des hanches, il est vraiment bien. Il me galbe bien, comme vous pouvez le voir. Au niveau des fesses, il tombe plutôt bien. Donc en reprenant les mesures ici, ça devrait le faire. Donc c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai gardé le patron d'origine, mais j'ai rééquilibré par rapport aux mesures du jean que je porte sur moi. Donc on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus serré comparé à l'autre. Vous voyez, il y a une grosse différence en fait là, il y a facilement 5 cm de décalage entre les deux. Donc j'ai repris vraiment les circonférences du jean que je porte, mais en gardant le design du bleu. Ce qui fait que ce pantalon est beaucoup plus moulant comparé au bleu. Il galbe vraiment jusqu'à la hauteur des hanches. J'ai fait également une autre modification, c'est en termes de hauteur de la ceinture. Donc toujours en partant sur la version jean que j'ai là, je me rendais bien compte qu'ici, on est quand même sur un modèle très similaire, hein. Les jambes droites,
Par contre, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus élancé, beaucoup plus fluide sur cette version-là que sur la version bleue. Et je me suis rendu compte que c'était probablement lié à un petit détail. La ceinture, elle est plus haute de 1 cm. Je vous promets, il n'y a que 1 cm de différence. Visuellement, on a l'impression que c'est plus. En fait, ma courbe ici, elle est plus douce. Quand je commence à 1 cm plus bas, en fait, la courbe a été beaucoup plus prononcée. Je pense que visuellement, c'est ça qui fait la distinction, c'est que vous avez une impression de plus d'élancement parce que la ligne, elle n'est pas cassée d'un coup. Elle est vraiment fluide, ce que ne donnait pas la version bleue. Donc forcément, j'ai essayé de reproduire ça, c'est-à-dire que j'ai, sur mon patron, augmenté de 1 cm. Donc quand j'ai fait le premier essayage, je me suis rendu compte effectivement ça a changé la donne. Là maintenant sur le pantalon, la courbe elle est plus harmonieuse, elle est plus lissée sur la longueur, donc ça élance beaucoup plus le pantalon. Et pour vous donner un ratio, en fait j'ai augmenté de à peine 1 cm. Il n'y a pas tant de centimètres que ça de rajouter, mais visuellement ça fait toute la différence. Parlons enfin de la chose qui vous intéresse le plus, comment j'ai traité le fameux pli sous les fesses. J'avais déjà repéré en essayant la version bleue que j'avais facilement un bon 1 voire 2 cm de trop sous la fesse. Donc première chose que j'ai fait la rectification sur mon patron, c'est-à-dire que j'ai fait une pince au niveau de la hauteur de la fourche. Donc j'ai fait un point de pivot au niveau de la fourche et j'ai resserré de 1 cm à partir du point de pivot. Malheureusement, la modification sur le patron n'a pas suffi. Cette amélioration sur le patron a eu un effet sur le pantalon, mais pas suffisamment. C'est-à-dire que j'avais encore beaucoup trop de tissu sous la fesse. Donc j'ai continué à faire des ajustements, mais directement sur le pantalon et plus sur le patron. En termes de timing, j'y ai pris facilement une demi-journée à faire cet ajustement. Sauf qu'en réalité, c'est pas une demi-journée complète. En fait, je crois que j'ai fait ces rectifications un mercredi ou un vendredi, je me rappelle plus très bien. Donc j'étais en télétravail, donc j'ai utilisé ma pause déj pour faire les premiers ajustements. Je me suis servi de la caméra pour me servir d'aide à l'ajustement, c'est-à-dire que je me filmais de dos, j'arrêtais, je regardais dans le retour caméra comment ça tombait. Alors première chose que je peux vous dire, c'est bien pour vraiment voir le dos, parce que même si vous vous retournez devant un miroir, vous voyez pas vraiment le dos, vous voyez plus le profil. Donc pour vraiment voir le dos, faut vraiment se retourner, et en plus faut bouger, parce que du coup, en bougeant, on voit vraiment les plis un peu plus se creuser, donc c'est très bien le côté caméra. Malheureusement, le retour caméra est beaucoup trop petit, donc on voit rien. Si je voulais faire les choses correctement, ça m'obligerait à aller transférer les vidéos sur l'ordinateur, regarder, c'est chronophage. C'était en pleine journée. J'ai pas de rideau sur la baie vitrée du salon, donc ça veut dire qu'à chaque fois, je devais enfiler le pantalon dans la salle de bain, revenir, essayer de faire quelques épinglages, retourner dans la salle de bain, enlever le pantalon, refaire les tests. Bref, en l'espace de 2 heures, finalement, j'ai dû pouvoir essayer que, allez, on va dire 5 ou 6 fois. Et ça avançait pas. Vraiment, là, j'étais en train de dire, mince, j'y arrive vraiment pas. Donc, de toute façon, après, l'heure du repas est passée, donc je suis retournée bosser. Et le soir, ce qui est bien, c'est qu'arrivé vers 5 heures, il fait déjà nuit. Donc moi, dès 6 heures, j'avais déjà fermé les rideaux. Et donc, ni une ni deux, je pense que j'ai fait comme tout le monde, en sous-vêtements. Et j'ai passé mon temps à directement changer, enlever. Donc déjà, j'ai gagné un peu de temps, mais très vite, vers la 3e ou 4e fois, je me suis dit non, en fait, ça marche pas. Le retour écran de la caméra est trop petit, j'arrive pas vraiment à voir ce que je fais. Et donc, c'est là où j'ai enfin eu la bonne idée, c'est de me dire, reprends la bonne pratique que tu avais utilisée avec la méthode top-down, center-out. Donc, je vous en avais parlé, je pense, il y a 2 ans, qui fonctionne avec 2 miroirs face à face. Ça vous permet en fait de voir dans le second miroir le reflet du précédent. Ça vous permet de vraiment voir dans le dos comment ça tombe sans avoir à vous retourner dans tous les sens. Vous pouvez vous épingler plus rapidement de cette manière. Et surtout, c'est comme vous travaillez en réalité plus en tirant sur le tissu, en montant, en descendant. C'est beaucoup plus simple à le faire de cette manière-là. Autant vous dire, une fois que j'ai sorti le miroir, ça m'a pris à peine 2 essayages. Parce que c'était en grand, je voyais vraiment de taille réelle mon reflet avec la bonne lumière. J'avais pas besoin d'enlever mon pantalon, remettre mon pantalon et m'épingler, etc. Là, franchement, en moins d'une demi-heure, c'était traité. Donc, lesson learn. Et encore, vous allez voir dans la suite, pas lesson learn. Mais la meilleure pratique, c'est fermer les rideaux, se mettre en sous-vêtements et mettre ces 2 miroirs face à face. Et en une demi-heure, c'est traité. Au final, je vous dis que ça m'a pris une demi-journée faire l'ajustement, c'est pas vrai. Dans les faits, si j'avais fait les choses proprement dès le départ, en moins d'une demi-heure, c'était traité. Bref. Maintenant, on va passer sur les explications, quel ajustement j'ai fait pour que ça fonctionne enfin. Alors, faut savoir que comme du coup, j'ai fait une grande partie des ajustements sur le tissu final, ça n'a pas pu être mené à 100% de l'ajustement parfait, mais on s'en rapproche suffisamment, et surtout, c'est que une fois que j'ai compris ce qu'il fallait faire, vous allez voir que la prochaine version, c'est nickel. Donc, première chose, je vous l'ai dit, quand on a un pli sous les fesses, c'est juste qu'on a un excédent de tissu à ce niveau-là, sous les fesses. Ça veut dire que votre courbure de fesses, elle est plus haute
Donc la seule façon, c'est de tirer. Et c'est pour ça que là, je vous ai dit, avoir l'empiècement à ce niveau-là m'a permis en fait de tout simplement remonter dans la couture à chaque fois un petit peu plus le tissu. Alors là, franchement, je suis remontée de beaucoup. Quelque chose comme 4 cm, plus ou moins. Donc ça fait beaucoup de tissu que j'ai dû remonter. Donc quand je vous dis au début, j'ai relevé que 2 cm en bas, on est plus que le double qu'il fallait là. Parce que là, au final, entre mes 4 et mes 2, on est à 6 cm d'enlevé à ce niveau-là. Vous vous rendez compte, il y avait 6 cm en trop. Donc j'ai relevé de 4 cm dans la couture de l'empiècement. Donc déjà, hop, j'avais perdu tout l'excédent de tissu à ce niveau-là. Par contre, à ce niveau-là, c'était pas le cas. C'est-à-dire que j'avais toujours un gros pli à ce niveau-là. Mais j'ai pu le modifier que légèrement. Parce que pour déjà vous expliquer, en remontant le tissu, il s'est apparu qu'il y avait trop d'excès de tissu au niveau des fesses, ce qui fait que ça rentrait dans la raie, hein, excusez-moi le terme, parce que quand vous êtes trop de tissu, en fait, ça vous fait pas un surplus vers l'extérieur, ça vous rentre à l'intérieur. Très, très gracieux ce que je viens de faire. Donc forcément, j'ai du coup resserré à ce niveau-là de 2 cm. Alors, quand on resserre là de 2 cm, alors que j'étais déjà aux limites de ma circonférence, je vous rappelle que j'avais repris les mensurations de ce jean qui est très serré. Comme vous voyez, il est vraiment une galbe à 100%. Ça veut dire que là, je deviens trop serré à ce niveau-là, donc j'ai dû grignoter. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'avais mis des marges de couture de 1,5 cm. J'avais quand même vu le truc venir, hein. Donc j'ai dû compenser en rajoutant 1 cm. Donc ça veut dire qu'à la fin, je me suis retrouvée avec des marges de 0,5. Hein. Donc on était juste, mais ça s'est fait. C'est-à-dire que là, en enlevant les 2 cm et en rajoutant 1 et 1, parfait. Par contre, j'avais toujours un petit pli à ce niveau-là, parce que quand vous tirez ici, vous modifiez la partie milieu, mais ici, ça ne modifie pas, parce qu'en fait, vous avez la fourche qui la contraint. Votre fourche, elle ne vous permet pas de tirer de la même manière. En fait, pour résoudre le problème de l'excès de tissu qu'on a juste sur cette partie-là, donc sur la partie fourche entre jambes, donc ça c'est ce qui se trouve juste à l'intérieur, la seule façon, c'est d'aller la descendre. Il faut la réduire un peu plus, ça enlève cet excès de tissu. Mais par contre, vous pouvez pas trop baisser, parce que si vous diminuez trop, vous impactez la longueur de la couture intérieure de la jambe. Donc, je l'ai fait sur 0,5, mais pas plus, alors qu'il aurait fallu facilement que je fasse au moins 1 cm. Donc, déjà, en pratiquant cette modification, ça a amélioré. Il faut savoir que j'ai dû donc un peu modifier aussi l'avant. Parce qu'en fait, pour vous expliquer très brièvement ce qu'on fait là, quand on fait cette modification, on bascule le bassin. Parce qu'en réalité, votre patron est conçu pour un bassin qui est, on va dire, à l'équilibre. Dans mon cas, je suis très cambrée, mais le patron, il est construit pour un bassin qui irait dans ce sens-là, en fait, qui serait bien droit. Donc, normalement, ça doit rentrer pile comme il faut pour un bassin qui est à l'équilibre. Sauf que, comme vous pouvez le voir, dans mon cas, hop, je suis là. Donc, je rajoute le tissu à chaque fois pour compenser là. Sauf qu'en réalité, je le rajoute pas au bon endroit. J'ai tendance à le rajouter plutôt là. Ce qui fait que je rajoute le tissu et je l'ai à ce niveau-là. Alors qu'il faudrait qu'il soit plutôt à ce niveau-là, le tissu. En gros, en basculant la fourche, donc vous devez avoir ici une fourche qui est quand même pratiquement plate avec très peu de courbes et très peu de longueur d'entrejambe à l'intérieur. Et c'est relativement droit. Et surtout, c'est très court. Si vous regardez bien sur moi, j'ai ma ceinture, elle est totalement basculée parce qu'elle suit mon bassin, bien entendu. Donc, la fourche devant est courte, la fourche de dos est très longue. Par contre, la partie creuse va très haut, en fait. Elle arrive jusque là chez moi, en réalité. Alors que la plupart des patrons, en fait, elles s'arrêtent là. Et c'est pour ça que vous avez tout le tissu à ce niveau-là, vu que ça s'arrête à ce niveau-là. Donc, il faut monter le creux beaucoup plus haut. Et après, bien sûr, laisser de la longueur. Parce que, pour rappel, la fourche à l'arrière doit être très longue pour compenser également toutes l'échancrure qui est à ce niveau-là. Donc, le truc le plus simple que moi, je vois aujourd'hui dans les patrons, c'est que finalement, pour pouvoir corriger ça, il faudrait juste basculer en arrière la fourche. Garder le pantalon bien droit, mais juste basculer en arrière la fourche. Et ce serait bon. Et donc, si j'ai été intelligente, je vous ai mis un schéma pour vous illustrer ça, histoire que mes gesticulations fassent sens pour vous. Voilà pour les ajustements. Je finirai sur les 2 derniers petits détails qui vont créer encore l'épice de ce projet. Après avoir fait des ajustements où j'avais un galbe parfait sur mes fesses, bon, un petit détail près, c'était pas encore nickel, mais on était franchement pas loin de la perfection, j'ai mis mes poches, et là, c'était à nouveau la catastrophe. En fait, les poches étaient beaucoup trop longues. Donc, j'ai dû ressortir le découvert, j'ai décousu mes 2 poches, j'ai raccourci les poches, et en fait, j'en ai monté qu'une, parce que je me suis dit,
Bah, déjà, j'avais un petit doute, est-ce que ça allait fonctionner? Est-ce que ça allait pas faire too much? Parce qu'on dit souvent que faut éviter de mettre des détails quand on veut cacher certaines parties de son corps. Ça attire l'attention apparemment. Donc je me suis dit, ça a l'air de marcher. Est-ce que si j'en mets pas deux, ça va pas à nouveau recréer un excès? Donc finalement, je suis restée sur une seule poche. Et pour être honnête, je n'utilise jamais les poches dans le dos. Donc au final, c'est un bon compromis. Hein. Et enfin, non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Quand j'avais découpé mon patron initial pour la version bleue, j'avais oublié de préciser que mon patron était court. En gros, j'avais rajouté au moment de découper le tissu facilement 10 cm en plus. J'ai oublié de me le dire. Donc j'ai coupé à la bonne longueur, soit 67 cm, or que l'intérieur jambe, c'est 73 chez moi. Ouais. Donc c'était trop court. Alors j'avais quand même coupé un peu plus long, hein. Donc j'étais pas à 67, mais je crois que j'étais à genre à 69, quoi. Pour l'ourler. Ça le fait pas. Donc effectivement, quand je me suis retrouvée avec le pantalon sur moi, je me suis rendu compte qu'il manquait de la longueur. Donc la seule façon de pouvoir compenser, c'était de rajouter une bande. J'avais pas assez de bandes pour les faire dans le même ordre, et puis très vite je me suis rendu compte que ça risquait d'être encore plus visible si je faisais une bande dans le même sens. Donc j'ai préféré jouer justement le choix de l'effet comme si c'était un effet recherché. J'ai mis des bandes dont le sens du côtelet était à l'inverse. Ça rend plutôt bien, donc je regrette pas. Happy accident, comme ils disent les Américains. On a enfin fini. Ouais, vous voyez ce qu'il y a sur ma droite, hein? Il y a donc une troisième version. Bien sûr, il y a une troisième version. Pourquoi je me suis lancée dans une troisième version? Il y avait deux raisons. Une première raison, il y a un petit commentaire qui me disait ouais, le velours côtelé, c'est plutôt pour les mecs, voire les très très maigres. Moi, je suis pas convaincue. Donc je me suis dit, bon, c'est vrai que j'ai pris des versions sombres, donc peut-être qu'effectivement, le fait que ce soit sombre, ça cache un petit peu cet effet velours côtelé, que c'est moins visible. Et moi, je m'étais dit, quand même, est-ce que c'est vraiment que pour les maigres? Vraiment? Est-ce que si j'utilise du clair, ça m'ira vraiment pas bien? Alors j'étais à deux doigts d'aller dans le sens du commentaire en me disant, effectivement, peut-être qu'il vaut mieux qu'on utilise des couleurs assez sombres quand on n'est pas filiforme. En même temps, je me disais, bon, est-ce que c'est vraiment vrai? Parce qu'on nous dit toujours que quand on veut s'allonger, avoir des lignes verticales aide. Et le velours côtelé, c'est ça, c'est que des lignes verticales. Alors c'est vrai qu'il y a un peu d'épaisseur, là. Le velours donne de la texture, mais... j'étais pas totalement convaincue, mais bon, je pouvais entendre le message. Sauf que, même pas 2 jours plus tard, au boulot, je vois une nana qui porte un pantalon vraiment identique à celui que je vous présente, qui était donc en blanc, et même son côtelé à elle était un peu plus large que le mien, et ça lui va super bien. Mais vraiment, alors elle est loin d'être maigre, elle est pas grosse non plus, mais elle a des courbes, elle est plutôt harmonieuse et tout, donc je me suis dit, attends, si ça lui va à elle, pourquoi pas à moi, hein? Ni une ni deux, voilà que je m'acheter du tissu en velours côtelé blanc, que j'avais déjà repéré, et je me suis dit, on va tester exactement le même modèle que elle, et on va voir si effectivement ça ne me va vraiment pas du tout. Et je vais essayer de styliser tout comme elle. Parce que vraiment ça lui allait bien, mais c'était, on voyait que son style était très travaillé quand même. C'est peut-être une question de style, c'est comment on va porter le vêtement, avec quel autre accessoire, etc. Donc je suis partie sur une version, comme vous pouvez le voir, qui est un peu plus fuselée au niveau des jambes, comme ici, avec des petits plis à l'avant, 7/8e, donc il est au-dessus des chevilles, bien entendu, avec un effet retroussé. J'ai repris les mêmes bases que précédemment, c'est-à-dire que j'ai gardé effectivement l'empiècement dos, les poches style jean, et bien sûr, j'ai fait attention à garder la taille suffisamment haute pour que ça se coupe pas juste au-dessus des hanches. Et je suis même allée un peu plus loin. En fait, j'ai redressé la couture sur le côté. C'est-à-dire que initialement, donc, on avait quand même pas mal de courbes sur la version bleue et verte à ce niveau-là, sur le côté. C'est-à-dire que la hanche était plus recourbée. C'était pas très visible parce que le pantalon est assez droit, donc c'est moins marqué, mais il y avait quand même pas mal de courbures à ce niveau-là. Et je me suis dit, sur un pantalon droit, faut faire encore plus attention parce que si je resserre juste en dessous de la fesse pour aller vers du droit, ça va probablement encore accentuer la hanche. Et là, je me suis dit, c'est pas l'objectif. Je veux vraiment garder ce côté droit parce que je me rends bien compte, c'est ce qui joue sur le côté qui affine, une silhouette affinée, en ayant moins de courbures accentuées. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essentiellement tout retravaillé sur le patron. Cette fois, j'ai essayé d'avoir le moins d'ajustements possible sur le pantalon. Donc, première chose,
Pour faire mes modifications essentiellement sur le patron, je me suis aidée du tutoriel de Jennifer de G-Stern Design. Donc, je vous l'avais déjà présenté dans la fameuse vidéo sur toutes mes chaînes favorites. Elle explique de façon très pédagogue comment faire les modifications. Et ce qui est très rassurant, c'est que finalement, ces conseils étaient très proches de ce que j'avais déjà perçu lors de mon premier ajustement. Donc, je me suis dit, j'étais déjà sur la bonne voie. Donc, sa méthode, vous prenez une première feuille de papier, vous plaquez par-dessus votre patron, vous dessinez les contours, donc toute la partie fourche, ceinture et le côté. Vous conservez toujours votre version initiale du patron et vous allez faire 2 points de pivot juste en dessous de la fourche et en face, donc vous créez une ligne droite entre les deux. Sans découper au niveau des marges de couture, ça va vous servir comme point de pivot. Et vous faites une ligne perpendiculaire qui passe en fait sur cette ligne-là et qui remonte jusqu'à la ceinture. Le haut du patron donc. Maintenant vous avez 2 pièces, les pièces fourche et côté du pantalon au niveau juste au-dessus de la fourche qui sont maintenant mobiles et vous allez donc redescendre d'autant de centimètres qu'il y avait d'excès de tissu sous les fesses. Donc dans mon cas, ça descend de 4 cm. Maintenant, vous vous retrouvez avec la bonne hauteur au niveau de la ceinture. C'est-à-dire que vous avez enlevé 4 cm, vous allez reprendre le dessin de cette nouvelle ligne de ceinture ou d'empiècement dans mon cas, hein, parce que pour rappel, j'ai découpé en deux le dos de mon pantalon. Donc j'ai descendu, donc ici de 4 cm. Mais comme vous vous en doutez, j'ai un petit problème parce que maintenant j'ai perdu toute ma circonférence entre la hanche et la fourche vu que j'ai tout resserré. Mais ça, c'est pas un souci. On va surtout reprendre au niveau de la fourche. Vous avez vu la fourche, j'ai pas descendu la fourche, mais elle s'est beaucoup plus creusée. On l'a fait beaucoup plus descendre, ça veut dire qu'on a quelque chose de beaucoup plus creux vers l'arrière. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier ce dessin de la fourche, donc qui est au niveau de l'entrejambe, et on va le réaligner avec le dessin initial. Ce qui fait que vous gardez en fait la même largeur au niveau milieu dos et le côté dos. Et c'est seulement votre fourche en fait qui est beaucoup plus creusée parce que vous avez donc descendu beaucoup plus bas et beaucoup plus creusé cette ligne-là. Tandis que sur le côté, vous allez avoir normalement une fourche un peu plus arrondie. Donc une fois que ma fourche elle est modifiée, je me suis pas arrêtée là sur les modifications, c'est que quand j'ai essayé donc de refuseler le bas de mon pantalon, je me suis retrouvée avec quelque chose de très accentué. Donc pour éviter cet effet-là, je voulais garder une ligne bien droite sur la partie extérieure. J'ai gardé bien droit au niveau de la hanche là, à ce niveau-là, quand ça a commencé à arrêter la courbure. Je l'ai tiré une ligne droite et tout ce que je voulais enlever initialement quand je resserrais, je l'ai reporté sur l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette ligne de couture ici, en fait, qui a été complètement resserrée. Donc, j'ai une courbure beaucoup plus importante à l'intérieur, mais c'est beaucoup moins visible. Tandis que sur le côté, ici, c'est vraiment pratiquement droit. Et ce qui fait que quand je porte le pantalon, ça me permet de retrouver la même silhouette un peu élancée que j'avais dans le pantalon parce que justement, j'ai pas une courbure très prononcée sur le côté, ça reste bien droit. Et c'est par l'intérieur que j'ai resserré. Donc après avoir fait toutes ces modifications, on passe sur la version du pantalon. Alors là, je me rends compte, encore une fois, j'y suis pas allée assez franchement. Dans la modification du patronage dans le dos. Donc, rebelote, on ressort à nouveau l'écran et la caméra pour se filmer le dos. Oui, je vous avais dit, j'ai pas retenu ma leçon. Mais là, je m'en suis rendu compte assez rapidement, c'est-à-dire que j'ai arrêté au bout de 2-3 essayages, je me suis dit, tu attends le soir et tu prendras le miroir. Et là, effectivement, ça a été encore plus rapide que la première fois. Je crois en 10 minutes, ça a été traité. Donc il fallait encore redresser un petit peu plus, fallait être un petit peu plus accentué. Et j'avais remarqué que j'avais des plis sur les côtés. Donc en fait, en tirant également sur les côtés, ça a permis de redresser dans le fait les excès de tissu que j'avais vraiment juste sur cette partie-là en fait. Là vraiment, c'est la partie où il faut vraiment que je tire également sur la couture de côté. Ça réduit un peu ma longueur à ce niveau-là. Donc je pense qu'il y a quelques petits ajustements encore à faire sur comment je creuse tout ça. Mais là, je l'ai fait en live sur moi et ça a très bien fonctionné. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a tout un petit travail à ce niveau-là, en fait, pour redresser, pour avoir une ligne bien droite, sans que ça impacte trop la fourche. Maintenant, le pantalon, il est vraiment bien. Il est nickel. Le pantalon est enfin bien ajusté. On va parler de style. J'ai essayé directement le pantalon avec la tenue que je portais initialement, c'est-à-dire le pull et les tennis que j'avais auparavant. Ça fonctionne pas très bien. Le pull est trop long, il va jusqu'au niveau des hanches. En plus, ça fait un collar block, donc ça casse vraiment la silhouette. C'est pas ce que je préconise. On va essayer autre chose. On va remplacer le pull uniquement par la chemise. Donc là, forcément, chemise blanche, on a un bloc monochrome. Ça fonctionne, ça élance déjà un peu plus la silhouette. Pour aller un peu plus loin, on va rentrer la chemise dans le pantalon. Comme ça, on va pouvoir remettre en valeur
notre taille. Je vais rajouter également une ceinture pour un peu plus l'accentuer. J'ai fait attention également à montrer un peu de la chair. C'est pour ça que vous m'avez vu retrousser mes manches et ouvrir mon col. En plus, le col en V, ça fonctionne très bien. Ça allonge la silhouette. Et pour finir, bien sûr, des talons. Les talons, il n'y a rien de mieux pour allonger une silhouette. Donc déjà, tout de suite, on a retrouvé une vraie silhouette en sablier. Je vais essayer une seconde tenue, là pour le coup inspirée de la fameuse collègue qui m'a inspiré ce pantalon. Donc un sous-pull, initialement c'était un sous-pull nude que je voulais mais j'ai pas. Mais le léopard ça fonctionne très bien parce qu'on est dans la même gamme de couleurs. Et j'ai pris un pull ample. Alors attention, le pull ample, faut vraiment le styliser de la bonne manière. Déjà on va le rentrer dans le pantalon. On va donc bien marquer à nouveau la taille. On va retrousser également les manches pour faire apparaître les bras qui sont plus fins pour contrebalancer l'ampleur du pull. Et vous noterez que là, j'ai un col assez ample, mais ça fonctionne parce que ici, j'ai des épaules et une carrure assez fine. Dans mon cas, ça n'en fait pas trop d'avoir un grand col. En plus, je l'ai mis en forme pour qu'il fasse un effet V au niveau du cou, donc ça fonctionne très bien. À cela, j'ai également ajouté des accessoires. Attention, des accessoires qui sont petits pour pas trop contrebalancer la silhouette. Donc, des boucles d'oreilles, des bracelets et surtout, j'ai mis un sac en bandoulière. Le côté bandoulière marche très bien. Ça va justement venir créer une deuxième ligne verticale qui va donc encore allonger la silhouette. Maintenant, je vous propose encore une nouvelle tenue. Le pull rayé avec les talons noirs et le petit sac noir, ça marche encore. Mais ma tenue préférée, c'est celle-ci, c'est la dernière. Pour le coup, j'ai pas de talons et pourtant ça fonctionne très bien. Parce qu'en fait, j'ai joué sur la partie nude. Plus vous mettez en valeur la chair, plus vous allongez en fait la silhouette. C'est pour ça que vous voyez, donc je suis en 7/8e et des chaussures qui sont elles-mêmes nude, donc les petites derbies. J'ai également porté le pull à même la peau, donc on met en avant les avant-bras, mais également le col. J'ai vraiment ouvert au maximum mon pull pour faire apparaître mon cou et le décolleté. Et enfin, la ceinture, qui est elle aussi dans la même couleur, marron. Et donc elle va venir vraiment centrer au niveau de la taille et remettre en avant cette silhouette en sablier, tout en allongeant la silhouette. Donc finalement, moi j'ai envie de vous dire, le velours côtelé, ça fonctionne pour toutes les silhouettes. L'essentiel, c'est de savoir de couper selon votre morphologie. Donc, il faut faire très attention à la coupe du pantalon. Et bien sûr, derrière, savoir le styliser avec les bons accessoires, les bons vêtements, etc. Ça fait 52 minutes et 12 secondes que je parle. Ça va la migraine? Non, parce que j'imagine qu'à ce stade, vous avez dépassé le Doliprane, vous êtes passé directement à la morphine. Alors j'imagine que c'était mon cadeau de Noël. Un petit cadeau empoisonné, l'air de rien, parce que je pense qu'on est parti en torture vers la fin quand même. Et encore, vous plaignez pas. À la base, je devais enchaîner, vous présenter les projets à venir pour la fin de l'hiver et vous parler du patron de la communauté. Sauf que là, en fait, je suis autant en train de vous torturer que me torturer. Parce que pour 52 minutes de vidéo, il y a 2h30 de blabla que je dois éditer. Et c'est pas du blabla. Non, c'est plutôt quelqu'un qui balbutie devant la caméra. Et je vous promets, il n'y a rien de pire qu'entendre quelqu'un qui sait pas parler. Surtout quand c'est soi-même. Donc je me suis donné un break. Le reste de la vidéo sera pour début 2025. En attendant, je vais en profiter pour encore vous remercier. Je suis en train de réfléchir, je viens de mettre le terme encore, je réalise que c'est peut-être de trop, parce qu'en réalité, je vous remercie jamais dans mes vidéos. Donc je me dis que c'est peut-être l'occasion pour officiellement vous remercier, donc d'avoir passé cette année 2024 avec moi. Et pour toutes celles qui étaient là même encore avant, un grand merci. Et si après ces 52 minutes, vous en redemandez pour 2025, au-delà de vous remercier, je vais vous proposer le numéro de ma thérapeute. Elle fait du très bon boulot sur la partie masochisme. Je sais de quoi je parle, elle l'a fait sur moi, hein. Sur ce, je vous propose qu'on se retrouve en 2025 pour la suite de ce podcast, mais également pour le reveal de l'atelier et pour plein d'autres projets en cours. Regardez pas trop par là, ça va spoiler. Et d'ici qu'on se retrouve, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, amusez-vous bien et on se retrouve à 2025. Bye bye!